5 ans déjà que Nil avait rejoint la congrégation. À son arrivée, elle avait à peine 24 ans. Née en France, elle avait poussé en Seine-Saint-Denis, à l'Étroit, entre un père petit ouvrier sur une chaîne de montage à l'usine Renault et grand turfiste du dimanche qui se voyait millionnaire dans un prochain futur, et une mère aigrie de la vie, caissière chez Carrefour. Bien que n'ayant jamais vécu dans l'île, Nil s'était toujours autoproclamée guadeloupéenne. Enfant, elle harcelait ses parents jusqu'à ce qu'ils lui racontent des choses du pays. Florette et Gilbert n'avaient rien de bon à dire, que du mal, des histoires de sorcellerie et de jalousie, de cyclones et de volcans. Non, ils ne vivaient pas dans la nostalgie. Rien ne les rattachait plus à la Guadeloupe. En août 1976, le volcan de la Soufrière avait craché ses cendres sur la Basse-Terre, les avait chassés sur les routes, tels des malotrus. À Pointe-à-Pitre, les gens les appelaient magma, même ceux de leur famille qui avaient refusé de les héberger, prétextant que c'était au gouvernement de s'occuper d'eux. Florette s'était fâchée avec ses sœurs, deux bourrelles sans cœur, belle paire d'ingrates. Dans un moment de furie, Gilbert avait décroché un coutelas et menacé de hacher son oncle en menus morceaux s'il n'acceptait pas de les accueillir. Sans l'intervention des voisins, assurément, le sang aurait coulé ce soir-là. Amère, logée un temps sous des tentes plantées en urgence dans la cour d'une école primaire du Moule, Florette et Gilbert avaient chaque jour prié pour quitter ce pays maudit. Voilà. Il n'y avait rien d'autre à ajouter. Sans se retourner, ils avaient laissé la Guadeloupe et débarqué en France, pareil à des exilés politiques, fuyant une dictature tropicale. Jamais, ils s'étaient jurés de ne plus jamais y retourner. Ils avaient construit leur nouvelle vie en Seine-Saint-Denis. Nil était né en 1979. Ils avaient fait de leur mieux pour lui donner une bonne éducation, la belle vie en France, loin des cyclones et des volcans, de la jalousie et de la méchanceté. Bien qu'il ait mis en garde contre ces engeances, Nil s'entêta à fréquenter les petits Antillais de la cité, dont les parents bénéficiaient de congés bonifiés. Dans les caves, dans les caves, ils fumaient des joints ensemble, écoutant du raga. Ils se prenaient pour les enfants de Bob Marley, Burning Spear, Gregory Isaacs, vieux roi lion du reggae. Des heures durant, entassés là, à l'abri comme dans un bunker, ils refaisaient le monde, délirant à moitié. Ils inventaient leur demain, les yeux rouges et larmoyants, le cœur rebelle, empli d'une haine qui se nourrissait de tout et de rien. Relents identitaires, jurons ressassés, querelles domestiques, concours de paix, échecs scolaires, guerres télévisées. Ils crachaient volontiers sur la vie misérable que menaient leurs géniteurs. Ils racontaient aussi les vacances dans les îles. Le tableau était paradisiaque, soleil, mer, ciel bleu, sous les tropiques. La vie était douce entre les plages de cocotiers et la forêt de Tarzan. On se procurait de l'herbe facilement, on cueillait des mangos au bord de la route, et c'était la fête perpétuelle, la musique dans les rues, les nuits chaudes, le carnaval quotidien. Nil en vint à être obsédée par l'idée d'aller vivre aux Antilles. C'était là-bas qu'elle aurait dû naître. Oui, là-bas qu'elle aurait dû grandir, et ses parents étaient de pauvres crétins qui lui avaient offert pour seul horizon la grisaille d'une banlieue sans âme. L'esprit enfumé, elle jurait qu'elle irait retrouver sa famille créole, replanter ses racines au pays de Cocagne.